Vous écoutez Tech Café, un podcast sur les nouvelles technologies. Nous sommes en 2023 et vous écoutez un épisode au format entretien. Alors habituellement Tech Café, c'est aussi et surtout la revue hebdomadaire de l'actualité tech. Mais là, on est dans un format d'épisode un petit peu inhabituel. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'ai un amour secret, celui pour le jeu, en particulier le jeu un peu déconnecté, et encore plus en particulier le jeu de rôle, celui qui a été mis en avant et en lumière peut-être auprès du grand public au début du film E.T. De 1982, quelle belle année, ou encore plus récemment dans la série Stranger Things. On va pas se mentir, rattacher l'actualité du jeu de rôle à l'actualité des nouvelles technologies, c'est pas toujours chose facile, il y aurait pourtant plein de parallèles à faire, mais pourtant c'est beaucoup plus évident depuis cette année 2023 et même depuis le milieu de l'année 2022, il y a un dénominateur commun qui s'est présenté, les intelligences artificielles génératives, que vous connaissez si vous faites partie des auditrices et des auditeurs les plus fidèles, sous le nom de Myriage. En effet, ces nouveaux outils nous questionnent dans notre rapport à la création et pourraient bien également nous questionner plus spécifiquement sur le rapport à la création des jeux et des expériences ludiques. Et Romaric Briand a bien flairé ce tournant. Il est, en plus d'avoir l'immense qualité d'être un auditeur fidèle de Tech Café, auteur de jeux de rôle indépendants et animateur du podcast La Cellule, un podcast quasi hebdomadaire critique du jeu de rôle. Salut Romaric, merci d'avoir accepté ma proposition pour échanger dans Tech Café. Salut Guillaume, salut Tech Café, je suis super content d'être avec vous ce soir, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Tu t'es prêté à 2 exercices dernièrement. Alors d'une part, tu avais fait des épisodes de La Cellule qui ont parlé du rôle des intelligences artificielles génératives. Et puis d'une autre part, tu es en train de créer un tout nouveau jeu où, tu l'as dit en vidéo, les intelligences artificielles génératives prennent une dimension particulière, à la fois dans l'inspiration des thèmes abordés dans ton univers de jeu, jusque même dans sa réalisation. Alors on sent évidemment que le sujet te passionne et que tu y es sensible. Alors on va parler de tout ça ensemble. Mais avant de commencer, je me dois de faire quelques rappels incontournables pour que vous puissiez vous rendre des acteurs de l'existence de Tech Café. Vous pouvez faire en sorte de garantir la pérennité de cette émission en participant à la logique des petites rivières qui font les grands fleuves. En effet, vous pouvez participer pour quelques euros par mois et en fonction de vos possibilités au financement participatif récurrent de Tech Café sur Patreon. Alors pour ça, en fait rien de plus simple, vous vous rendez sur patreon.com/techcafé. Vous pouvez soit vous créer un compte en quelques minutes, soit vous connecter si vous soutenez déjà d'autres créateurs et créatrices. Vous pourrez choisir la participation qui conviendra le mieux à vos possibilités à partir de quelques euros par mois et bénéficier en échange du flux du podcast sans la pub et même du chapitrage détaillé des sujets, avec désormais un chapitrage détaillé généré par intelligence artificielle bien plus efficace que ce qu'on fait habituellement à la main. Et évidemment, je conclue en disant que ce soutien est, comme d'habitude, sans engagement. Vous pouvez le suspendre à tout moment. Il est d'ailleurs possible qu'en acceptant de nous rejoindre, vous remplacerez de précédents soutiens qui ont permis de rendre Tech Café possible et qui ont décidé par la suite d'arrêter l'aventure. On les remercie pour leur participation. Sans autre forme de procès, on va donc échanger de manière assez libre. On s'est fait un petit conducteur avec Romaric. Et on a quelques idées de sujets qu'on voudrait aborder ensemble qui vont tourner autour de la création de jeux et de la tech avec les différents éléments que j'ai déjà un petit peu cités. Je sens que cette discussion risque d'être passionnante forcément. On se disait tous les deux, Romaric, juste avant qu'on commence l'enregistrement, que pour des raisons similaires et néanmoins différentes, on était tous les deux peut-être un peu intimidés pour cet épisode. Donc j'espère que vous allez pouvoir percevoir cette émotion au fil de nos échanges. Peut-être que ce serait intéressant, Romaric, avant toute chose, de nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Romaric ? Alors, moi, j'ai fait des études de philosophie à la base. Après un bac ES, échec scolaire, j'ai décidé de m'engager dans la philosophie, figure-toi. Et en fait, il se trouve qu'à la fac, je me suis spécialisé dans un type de philosophie très, très particulier. C'est la philosophie du langage. Parce qu'il se trouve que les profs qui m'ont le plus fasciné, qui m'ont le plus intéressé, étaient des philosophes du langage. Des gens comme Philippe Drapeau-Contim, des gens aussi comme Pascal Ludwig, Ludovic Soutif et Pierre Joret et plein d'autres que je n'ai pas envie de citer complètement. Mais en tout cas, c'était à Rennes, un énorme Rennes, l'endroit où j'ai fait mes études. C'était un énorme bastion de la philosophie du langage, de la philosophie analytique, de la philosophie des sciences, où en fait on va faire de la philosophie, mais pas n'importe comment. On va se poser des questions philosophiques en s'interrogeant sur
la façon dont le langage produit les questions et la façon dont le langage permet de résoudre ces questions. Alors, j'ai voulu commencer ce Tech Café comme ça parce que je me dis qu'à mon avis, vu qu'on va parler des IA génératives, éventuellement de ChatGPT et compagnie, ça va vous expliquer aussi un petit peu pourquoi est-ce que tout ça m'intéresse. Donc moi, je me suis vraiment spécialisé là-dedans dans la philosophie des sciences. Et j'ai fait un peu de logique propositionnelle aussi. Et j'ai fait la découverte d'un auteur qui était génial, qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, qui est un auteur du début du XXe siècle, qui a travaillé dans la droite ligne de Frege, de Russell, sur justement la philosophie du langage, la philosophie notamment des mathématiques, où on a cherché à fonder les mathématiques sur la logique propositionnelle. Donc Frege, Russell et Wittgenstein se sont lancés dans cette folle aventure. Et Wittgenstein, on a pondu un ouvrage qui s'appelle le Tractatus Logico-Philosophicus, qui est un mot bien sorcier, hein, on dirait une formule magique de Donjons et Dragons, tu vois, genre. Et donc, du coup, il s'est lancé dans cet ouvrage et il a fait des découvertes qui, à mon avis, sont majeures et qui m'ont fasciné, en fait. Et parallèlement à ça, mon cher Guillaume, j'étais créateur de jeux de rôle amateurs. J'étais fan des Chevaliers du Zodiaque et donc j'avais créé un petit jeu de rôle, les Chevaliers du Zodiaque. Je m'étais intéressé à ce média parce qu'on m'avait dit que c'était dangereux et qu'on pouvait devenir fou. Alors je me suis dit, c'est trop bien, il faut y jouer. Donc du coup, j'ai commencé à faire mes propres jeux de rôle comme ça. Et en fait, évidemment, quand j'ai fait mes études sur la philosophie du langage et tout ça, je me suis dit, mais attends là, il y a un lien évident à faire, il y a un pont à faire entre ces deux domaines, entre d'un côté le média jeu de rôle et de l'autre la philosophie du langage. Et comme en plus Wittgenstein avait une vision en fait du langage comme un ensemble de propositions, pour faire simple, je me suis dit mais en fait tout ça a un lien avec le monde imaginaire partagé que l'on construit via des propositions dans les parties de jeu de rôle et compagnie. Et je me suis dit je vais joindre l'utile à l'agréable, je vais travailler à la création d'un jeu de rôle philosophique qui aurait pour objectif de divertir, de faire un jeu de SF traditionnel où on va blaster des monstres avec son phaser et en même temps faire des voyages dans l'espace et si possible en même temps s'ouvrir vers la philosophie du langage et notamment celle de Wittgenstein. Donc déjà tu vois c'est comme ça que j'ai commencé à créer des jeux de rôle en fait. C'était plus parce que j'étais philosophe et que je voulais partager la philosophie avec des gens via le média jeu de rôle que vraiment parce que je suis rôliste à fond, tu vois ce que je veux dire? Je suis un philosophe égaré. Ouais, alors mais j'adore parce qu'en plus c'est des aspects de toi que je ne connais pas, que je connais en tout cas pas suffisamment bien. Mais du coup pour être sûr de bien comprendre, qu'est-ce qui dans le jeu de rôle incarne ce travail de la philosophie du langage? Est-ce que c'est le fait de définir un cadre qui est à la fois structuré pour pouvoir l'analyser, le comprendre et puis lui créer une certaine matière, et en même temps qui offre suffisamment de liberté pour pas trop le contraindre? Est-ce que c'est cet environnement-là que le jeu de rôle te permet d'être inspiré dans le travail de la philosophie du langage? Est-ce que j'ai bien cerné l'aspect des choses? Alors, moi, si tu veux, alors là, il faudrait vraiment rentrer dans le détail. C'est-à-dire déjà, là, déjà, allons-y. Là, c'est déjà dur. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand on fait une partie de jeu de rôle? Ce qui se passe quand on fait une partie de jeu de rôle, c'est que on fait des propositions qui vont être validées par le reste de la table. Si je dis par exemple, il y a une bière sur la table, tout le monde se regarde, apparemment personne ne contredit l'idée qu'il y ait une bière sur la table, donc hop, tac, c'est acté. La proposition, il y a une bière sur la table, fait partie de l'espace imaginaire partagé, de ce que j'appelle le contenu fictionnel malléable. Bon, je ne veux pas te noyer sous les gros mots non plus, mais voilà. C'est des mots qu'on a l'habitude d'entendre quand on écoute la cellule, mais j'essaye de me mettre aussi à niveau de tous les auditeurs de Tech Café qui connaissent peut-être pas si bien que ça le jeu de rôle et qui n'écoutent pas encore la cellule, mais ok, jusque-là, je pense que c'est plutôt clair. Quand on fait du jeu de rôle, on décrit des situations imaginaires. Et comment on les décrit? On les décrit grâce au langage, en effectuant des propositions. On fait des propositions concernant un monde qui certes n'est pas le monde réel, mais qui est un monde imaginaire, qu'on essaye de mettre en commun. Donc, le principe d'une science, ou le principe d'un discours sur le monde, c'est qu'il vise à faire des propositions au sujet du monde. La proposition est vraie si elle correspond aux faits dans le monde, elle est fausse si elle n'y correspond pas. Ça, c'est pour les sciences ou pour un modèle qui vise à décrire le monde. Si je te dis, est-ce qu'il y a des pâtes dans la cuisine et que tu me réponds, il y a des pâtes dans la cuisine, bien, il y a un fait dans le monde
qui rend vraie cette proposition. Il y a des pâtes dans la cuisine. Il suffit d'aller dans le placard de la cuisine pour vérifier. Ouais. Au cours d'une partie de jeu de rôle, c'est un peu différent. On va dire, il y a des pâtes dans la cuisine, tout en sachant qu'il n'y a ni pâtes ni cuisine dans la réalité. Mais on va faire monde quand même. On va faire un monde à part. On va jouer ensemble, on va faire monde à part comme ça. Et comment on construit ce monde ? On le construit via des propositions. Donc le monde est construit comme une somme de propositions. Et c'est justement la vision que Wittgenstein avait du monde. Le monde, en fait, est un ensemble de faits, des faits qui peuvent être décrits par des propositions. Là, vraiment, il faudrait rentrer dans le détail, Guillaume, si tu veux, pour aller... Mais il y a un parallèle évident entre la façon dont le philosophe dont j'avais si tu veux, enfin, moi, c'est vraiment le philosophe pour lequel je me suis passionné, Wittgenstein. Il y avait un parallèle entre ce philosophe et la façon dont on faisait du jeu de rôle. Parce que ce qu'on faisait en faisant du jeu de rôle, on faisait des propositions qui faisaient le monde. Dans la vision de Wittgenstein, il y a d'abord le monde avec ses faits, et nous, on cherche à faire des propositions pour atteindre le monde, pour essayer de dire le vrai, pour faire des propositions qui soient vraies. Mais dans le jeu de rôle, on s'en fout du vrai ou du faux. Tout ce qu'il faut, c'est faire des propositions qui soient logiquement valides, et qui donnent lieu à ce qu'on appelle une situation, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut s'imaginer. C'est même comme ça que Wittgenstein définit le sens de la proposition. Il dit « une proposition a un sens si et seulement si on peut s'imaginer la situation qu'elle décrit. » Donc, par exemple, si je te dis bleu, glargue, vert, blarg, plif, c'est pas une proposition. Parce que tu peux pas t'imaginer une situation qui corresponde à bleu, glargue, blarg, pif. Ça n'a aucun sens. C'est insensé. C'est nul. Par contre, si je te dis, il y a une bière sur la table, là, tout de suite, tu as une image dans la tête d'une table fictionnelle, d'une bière éventuellement, ta bière préférée. Alors si je te dis il y a ta bière préférée sur la table, alors là l'image se complète, bien évidemment. Mais donc du coup, cette proposition-là, il y a une bière sur la table, elle a un sens, et du coup, elle donne lieu à une situation imaginable, une situation qu'on peut concevoir. Bon, le jeu de rôle, c'est ça. C'est une somme. Pardon. Non, allez, tu vas continuer. Non, mais je vais pas me gêner. Mais continue aussi de ton côté. Mais juste ce qui m'interpelle, c'est que quelque part, le langage qui permet de définir un contenu tel qu'il est, ok, dans le jeu de rôle, la composante essentielle, c'est le fait d'être à plusieurs. Je veux dire, quand je lis un livre, je suis bien soumis à une forme de langage qui m'est exposé à travers de l'écriture et de la lecture que j'en fais. Et donc, il y a un contenu qui en est généré dans mon esprit, mais il reste que de mon côté, quelque part. Est-ce que ça rentre dans la définition de cette étude du langage que tu définis dans le jeu de rôle, ou est-ce que c'est encore autre chose ? Ce dont je me rends compte, c'est que la philosophie du langage, lorsque je fais mes études, ce dont je me rends compte, c'est que la philosophie du langage peut clarifier la définition qu'on a du jeu de rôle. Voilà ce dont je me rends compte immédiatement. Et je me dis que du coup, à un moment donné, il faudra quand même qu'on ait une analyse propositionnelle de la partie de jeu de rôle, quoi. En gros. Okay. Et donc moi, c'est ça en fait que je fais dans le monde du jeu de rôle. C'est comme ça d'ailleurs que des gens comme Valentin Touzeau définissent mon travail. Ils disent que c'est un travail d'une analyse propositionnelle du jeu de rôle. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais répondre à ta question. Donc moi, j'ai une vision qui est la suivante d'une partie jeu de rôle. J'appelle ça un maelstrom. Mais là, on anticipe vraiment sur la suite. On n'est plus dans ma présentation, mais on est dans la présentation de ma théorie, mais c'est pas plus mal. Parce que ça permet aussi de... Comme ça, les auditeurs vont apprendre à me connaître. Donc là, mon hypothèse, c'est que au cours d'une partie de jeu de rôle, qui, je le rappelle, et donc on a des bonhommes, des bonnes femmes qui sont assises autour d'une table et qui se racontent, qui se disent des choses, qui mettent en place des situations dans lesquelles, des situations fictionnelles, un peu comme quand on organise ses vacances au ski, on dit tiens, tu pourrais prendre ça, puis moi je prendrais ci, puis moi je prendrais ceci, etc., ceci, cela. Bon, une partie de jeu de rôle, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on sait très bien que ça n'a pas pour but de décrire un jour le réel. Donc, on va dire, moi, je vais jouer le gars qui... tiens, je vais imaginer que je suis un mec qui tue les dragons, et puis toi, tu seras le dragon, et puis on pourra communiquer ensemble par énigme, et puis enfin, tu n'en sais rien, tu vois. On se raconte une histoire, en fait, comme ça. On joue à faire semblant, on fait comme si. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une partie de jeu de rôle ? Ce sont des gens autour d'une table qui sont dans une situation de brainstorming. Ils réfléchissent à des propositions qu'ils pourraient faire au sujet du contenu fictionnel qu'ils se racontent. Donc, par exemple, si je te dis, vas-y, décris-moi ton chevalier. Alors là, du coup, Guillaume, tu te retrouves dans une situation de brainstorming en train de te dire, est-ce que je porte un kilt ou est-ce que j'en porte pas ?
Et est-ce que j'ai une culotte sous mon kilt? Tu vois, ça, c'est une question fondamentale. Donc, tu vois, tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'ai mon épée? Est-ce que j'ai un casque? Et puis, puis un chevalier de quoi, en fait? Parce que tu m'as pas dit à quelle époque on jouait. Est-ce que c'est médiéval fantastique ou est-ce que c'est plutôt un chevalier des temps nouveaux, comme dans K2000, tu vois, etc. Un chevalier Jedi. Voilà, un chevalier Jedi, bien vu, exactement. Donc, du coup, il va falloir préciser. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu te retrouves dans une phase, dans une attitude qui est de l'ordre du brainstorming. Tu te poses des questions et tu te demandes bien quelle sera la prochaine proposition que tu vas énoncer au sujet du contenu fictionnel de la partie. Entre-temps, tu me poses des tas de questions pour justement essayer de vérifier si les propositions, enfin, comment tu dois faire tes propositions, quel type de proposition j'attends que tu me fasses, etc., etc. Donc, tu es dans une situation où tu brainstormes. Et moi, de mon côté, c'est la même chose. Je suis en train de brainstormer sur les situations imaginaires que je vais faire vivre à ton chevalier, par exemple. Ou je brainstorm sur le fameux dragon que tu vas devoir affronter. Est-ce que c'est un dragon justement des temps modernes? Est-ce que c'est un dragon dans l'univers de Star Wars? Ou est-ce que c'est un dragon, etc., etc. Donc on est tous les deux en train de se poser des tas de questions sur les situations qu'on va mettre en place ensemble. Et ça, c'est du brainstorming. On est tous les deux dans une situation de brainstorming. Maintenant, moi, je pense que dans une partie de jeu de rôle, il y a une étape supplémentaire que j'appelle le maelstrom. Le maelstrom, c'est une somme de brainstorming, c'est-à-dire qu'on a plusieurs personnes qui sont là, ensemble, à brainstormer et à réfléchir ensemble à des situations possibles. Donc du coup, chacun se pose des questions sur les futures propositions qu'il va faire au cours de la partie. Voilà. Et donc, on peut faire du jeu de rôle. Cette situation de brainstorming collectif, en vue toujours d'élaborer un contenu fictionnel malléable, on peut la trouver dans plein de médias différents. Évidemment, on la retrouve dans le jeu de rôle sur table, classique, dans lequel on a un maître de jeu donc qui décrit les décors, qui décrit les personnages non joueurs, etc. Et en face de lui, des joueurs qui ont chacun la responsabilité d'un personnage. Ça, c'est ce qu'on appelle le dispositif classique du jeu de rôle. Mmh. Donc, je vous décris des situations. Vous arrivez à l'auberge, qu'est-ce que vous faites? Et là, tu dis, j'appelle l'aubergiste et je lui demande, etc., etc. Ça, c'est du jeu de rôle traditionnel, du jeu de rôle classique. Dans cette situation-là, on est bien dans un maelstrom, puisque le MJ, le maître du jeu, réfléchit à des situations possibles à proposer à ses joueurs. Quant à ces joueurs qui jouent leur personnage, ils réfléchissent également à des situations possibles, à des propositions qu'ils pourraient faire à travers leur personnage, des descriptions de gestes de leur personnage, des descriptions d'actions de leur personnage, des descriptions des paroles qu'ils vont prendre, de la manière dont ils vont parler, etc., etc. Mais on a aussi du jeu de rôle, par exemple, sur d'autres types de dispositifs, par exemple sur World of Warcraft. Dans World of Warcraft, qui est donc le jeu massivement multijoueur que les uns les autres vous connaissez, ou même dans d'autres types de jeux massivement multijoueurs, en jeux vidéo, on peut tout à fait avoir des serveurs roleplay. Dans ce cas, les gens font des propositions, alors cette fois-ci pas via forcément le langage, mais via des inputs. Est-ce que je bouge mon personnage en courant? Est-ce que je bouge en marchant? Par exemple, vous arrivez à la salle du trône. Dans World of Warcraft, il y a une salle du trône. Vous avez le choix avec l'action courir. Vous pouvez courir directement sur le roi comme un malpropre, ou alors choisir au contraire d'abaisser votre petit pas d'un petit peu doucement pour faire genre j'avance, tu vois, un peu plus. Là, du coup, les propositions se font comme cela. Et puis, on peut également rentrer du texte dans les jeux de rôle massivement multijoueurs. Donc, on peut également faire des propositions via texte. Et on a comme ça tout un tas de panels, de situations, en fait, dans la vie de tous les jours, dans lesquelles on est dans des situations de jeu de rôle, de maelstrom, sans le savoir forcément. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, mais en gros... Non, tu seras pas trop long dans tes réponses, tu le seras jamais dans cet épisode, qui sera peut-être d'ailleurs un multi-épisode, au moment où on enregistre, je ne sais pas si ça pourrait être diffusé en une fois, en deux fois, je sais pas, on verra comment on se fera plaisir, mais du coup, pour revenir à cette définition du maelstrom, et encore une fois, j'anticipe beaucoup et je sors de notre conducteur, mais c'est pas grave, on y reviendra, le maelstrom, c'est le fait de fonctionner à plusieurs autour de cette construction, et donc ce qui explique que dans la lecture d'un livre, que je m'imagine quelque chose, il n'y a pas ce fameux maelstrom que tu décris parce qu'on n'est pas plusieurs en train de construire cet imaginaire ensemble. Est-ce que j'interprète bien les choses ou pas? Alors, oui. Le fait est que pour moi, dans la lecture d'un livre, il n'y a que l'interprétation d'une fiction. C'est-à-dire que lorsque tu lis un livre, tu es en train d'interpréter la fiction qui a été décrite, par exemple, par Arthur C. Clarke. Tu lis Rendez-vous avec Ramma. Il y a une fiction qui est clairement établie par un ensemble de propositions qui ont été écrites par l'auteur. Et tu lis ces propositions et tu forges dans ta tête des situations sur la base des propositions douées de sens que tu lis dans
Rendez-vous avec Rama. Tu te forges donc une interprétation de la fiction Rendez-vous avec Rama. Bon, donc du coup, voilà, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je la définis dans le Maelstrom, tu t'es forgé une interprétation. Mais tu n'as pas contribué activement à la création de cette fiction. Parce que pour que tu puisses contribuer activement à la création de cette fiction, il faudrait que tu puisses communiquer avec Arthur C. Clarke tes pensées et éventuellement lui préciser, tiens Arthur, là, tu voudrais pas me rajouter un autre personnage là, parce que cette situation là de funambule là, j'aimerais bien qu'il y ait un petit robot derrière qui le suive, etc., etc. Si tu avais la liberté de mettre les mains dans le cambouis et de toucher à la fiction de Rendez-vous avec Rama, alors dans ce cas-là, vous seriez dans une situation qui serait proche d'une partie de jeu de rôle. On pourrait même définir ça comme une espèce de partie de jeu de rôle, comment appelle-t-on, épistolaire. C'est-à-dire que vous écrivez des messages et vous réagissez, etc. Ce qui existe d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment un truc qui existe. Oui, tout à fait. Donc, en fait, si tu veux, la particularité du Maelstrom, ce n'est pas uniquement le fait qu'on brainstorm tous ensemble. D'accord ? C'est le fait que l'on brainstorm en vue de créer un contenu fictionnel malléable. Donc c'est à la fois un contenu fictionnel, comme Rendez-vous avec Rama, mais il est aussi malléable, c'est-à-dire que chaque membre du groupe qui contribue à ce Maelstrom a accès à la modification de la fiction. Un peu comme le conducteur de cette émission, où chacun d'entre nous peut cliquer sur l'onglet conducteur et modifier les mots qui s'y trouvent. D'accord ? Donc si on voulait, on pourrait se servir de ce conducteur pour faire une authentique partie de jeu de rôle. Si par exemple tu dis, vas-y, pose la première proposition sur le conducteur, moi je poserai la deuxième, puis moi la troisième, etc. Puis on pourrait revenir dessus. Ce qui est important aussi, c'est la malléabilité de ce contenu fictionnel. On peut par exemple à un moment donné, si tu dis, ah merde, j'ai oublié de prendre mon épée à l'auberge tout à l'heure dans la proposition précédente, ça te dérange si on revient en arrière et si je modifie ça et que je prends mon épée? Je te dis, mais bien sûr Guillaume, il est évident qu'un guerrier pense à prendre son épée à l'auberge, tu l'as quand même pas oublié alors. Et voilà que ça. Et donc on revient constamment comme ça en arrière. Le contenu fictionnel est un contenu fictionnel, mais surtout, il est malléable. Ça, c'est très important. On peut revenir en arrière, on peut le modifier, etc., etc. Ça va, Guillaume, tu me dis, hein, si tu m'arrêtes, si je te perds. Moi, je vois du petit lait, donc je te laisse continuer. Et puis, on va, promis, hein, on va revenir sur notre conducteur. Mais évidemment, si on est dans une situation où les choses sont désorganisées, on risque de perdre le sens qu'il y a derrière ce contenu fictionnel et qui soit peut-être trop malléable. Est-ce que c'est à ça que servent les règles du jeu et quelque part la mise en accord des joueurs avant de participer au même jeu pour éviter que ça aille dans tous les sens, que tout le monde aille dans une direction commune qui soit partagée? Est-ce que c'est à ça que servent les règles d'un jeu? Et oui, les règles servent effectivement à ça. En fait, les règles servent à t'aider à sélectionner les propositions qui sont pertinentes ou qui sont cohérentes. Si je te dis, vas-y, fais une proposition, vu que tu as des milliards... Non, en fait, excuse-moi, une infinité de propositions possibles, d'accord ? Parce que c'est ça qui est magique avec l'esprit humain. C'est que l'esprit humain, dans sa tête, peut construire une infinité de propositions. C'est marrant, moi, ça m'a toujours fasciné, ça. Que dans un cerveau fini, il puisse se trouver une infinité de propositions. Potentiellement plus que dans les intelligences artificielles génératives. Mais enfin bon, on reparlera de ça tout à l'heure. On reparlera de ça tout à l'heure, effectivement. Mais moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et ça, on me l'avait démontré tout simplement en me disant, par exemple, donc, on m'a dit, combien tu as de croyances dans la tête ? T'en as sans doute un nombre fini, puisque, a priori, ton cerveau est fini. Et puis, c'était Philippe, je me souviens, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, ouais, mais regarde, tu crois que 1, c'est un nombre? Je lui ai dit, bah oui. Tu crois que 2, c'est un nombre? Bah oui. Et que 3, bah oui. Et donc, tu vois, tu as une infinité de croyances, en fait. Alors après, bon, bien sûr, il y avait une réponse qui avait été de dire, non, en fait, ce que je crois, c'est la manière dont on peut produire un énoncé ou un nombre, en tout cas. Ce que je sais, j'ai pas une infinité de croyances sur tous les nombres, mais je sais comment produire une croyance au sujet de ces nombres, et je sais comment produire un nombre, etc., etc. Bon, bref, je rentre pas dans le détail, mais en gros, tu as une infinité de propositions possibles à un instant T. Quand je te dis, vas-y, fais une proposition, la proposition, ça peut être ça. Ça peut être 133 est un nombre. T'imagines la proposition, la gueule de la proposition, quoi. À notre partie de jeu de rôle, elle commence bien mal, hein, si tu la commences comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des règles. Les règles, elles sont là pour décrire l'univers dans lequel ces propositions vont être énoncées. Elles sont là pour organiser la façon dont ces propositions sont énoncées. D'accord ? C'est pas toujours le même qui parle, contrairement à ce podcast. Hein ? De temps en temps, on donne la parole à l'autre. On laisse à Guillaume Vendée l'occasion de décrire son personnage, d'écrire ses propres théories. Donc voilà. Donc évidemment, les règles définissent aussi qui parle, comment il parle, qui a l'autorité pour décrire quoi,
Est-ce que tu as l'autorité pour décrire le monde? Ou est-ce que tu as l'autorité pour décrire uniquement le personnage qui se balade dans le monde? Est-ce que tu as l'autorité sur les membres de ma famille? Ou est-ce que, parce que je joue ce personnage-là, c'est moi qui dois décrire moi-même les membres de ma famille? Tu vois, tout un tas de questions comme ça qu'on peut se poser sur comment, en fait, on produit des propositions, d'une part. Comment ces propositions sont validées, d'autre part. Par exemple, si je te dis tout de suite, mon personnage te met un poing dans la tronche et te tue sur le coup. Bah, évidemment, tu vas être là, attends, vous allez vite en besogne, cher ami. Et là, il y a des règles tout de même. J'ai peut-être le droit d'esquiver ce vilain coup de poing, tu vois. Et donc, etc. Donc, les règles vont être aussi là pour gérer les conflits, les tensions propositionnelles. Qui a raison? Qui emporte qui emporte la proposition finale? Qui a l'autorité pour dire ce qui se passe dans la fiction ou pas? Donc là, les règles jouent. Donc les règles jouent à plein de niveaux. Elles jouent dans la description de l'univers. Par exemple, si je te dis, on joue dans l'univers de Star Wars, bon bah là, immédiatement, ça élimine tout un tas de propositions possibles et ça te laisse dans la tête un certain nombre de propositions qui sont toutefois infinies, c'est ça qui est magique. Ils sont toutefois infinis, mais tu vois un petit peu mieux. Ça cadre un peu, ça forme un espèce d'entonnoir comme ça, dans lequel on va sélectionner pour. Tu joues dans l'univers de Star Wars. Tu es à la cantina. Tu t'appelles Yann Solo. Tu viens d'entrer et on te demande de laisser tes droïdes à l'extérieur. Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Voilà, on voit déjà, t'as vu l'entonnoir là, comment je viens de te rétrécir complètement ton entonnoir de façon à ce que d'un coup, le nombre de propositions que tu puisses faire devient tout à coup très limité. Je t'ai dit que t'étais Han Solo. A priori, tu voles pas. Enfin, si t'es un voleur, mais je veux dire, tu voles pas au sens t'as pas d'aile, quoi. Voilà, t'as pas la force, par exemple, t'as pas plein de trucs. Si je t'avais dit t'es Luke Skywalker, ça implique des possibilités propositionnelles qui sont bien différentes. Donc les règles sont là aussi pour ça, pour cadrer en fait quelles sont les propositions valables, quelles sont les propositions cohérentes, qui a le dernier mot sur les propositions qui vont devenir vraies, ou en tout cas qui vont rentrer dans le contenu fictionnel malléable, et qui n'a pas justement cette autorité-là. Voilà, tu vois. Donc par exemple, quand tu es dans un dispositif classique avec un meneur de jeu et des joueurs, comme celui que vous connaissez peut-être si vous écoutez ce podcast, tacitement, tu dis le meneur de jeu a l'autorité pour décrire les propositions concernant le monde qui échappe à la volonté du personnage. Et inversement, dans un dispositif classique, le joueur qui joue un personnage a l'autorité pour faire des propositions concernant son personnage à l'instant T de la partie, enfin au moment où le MJ dit qu'est-ce que vous faites, c'est-à-dire au moment où on joue, c'est très compliqué, mais à l'instant où on va où le personnage est, parce que t'as pas forcément l'autorité sur ton passé, tu vois. Comme le MJ décrit le monde, il peut aussi décrire la ville dans laquelle tu es né, et t'as pas forcément l'autorité là-dessus. Ça dépend après, ça dépend justement des règles, ça dépend des jeux, etc. Mais voilà. Donc tu vois en fait que le dispositif traditionnel répartit l'autorité, c'est-à-dire qu'il dit comment les propositions sont validées, comment les propositions sont énoncées et qui a le droit de faire entrer ces propositions dans le contenu fictionnel de la partie. Il y a un acteur que tu n'abordes pas explicitement là dans ta description de comment marche quelque part un jeu de rôle. Hein. Tu es en train de nous expliquer quel est le moteur, quels sont les rouages de ces activités ludiques. Il y a un acteur que tu ne décris pas, c'est celui de l'aléatoire, qui est souvent dans l'inconscient collectif associé au jeu de rôle. Je pense que très très souvent, quand les gens parlent jeu de rôle, s'ils doivent citer un objet qui représente le jeu de rôle, ils vont sortir probablement les dés. Je sais que vous avez fait des épisodes de la cellule d'ailleurs autour des objets, autour des dés, on va pas rentrer autant dans les détails que ça, mais je veux bien que tu décrives un petit peu pourquoi est-ce qu'on a besoin des dés, pourquoi est-ce qu'il y a cette indétermination qu'un groupe d'êtres humains qui jouent à un jeu de société, sur la description que tu en as faite, a besoin de l'aléatoire. C'est particulier parce qu'en fait, tu es en train de dire le champ des possibles est infini. Les gens ont, comme tu l'as dit, dans l'esprit humain, la possibilité de créer virtuellement n'importe quoi. Et pour autant, on a besoin à un moment de cerner l'indétermination avec du hasard. Pourquoi ? Alors, en fait, le hasard, l'usage des dés, ce n'est qu'une façon possible de dire quelle proposition entre ou pas dans le contenu fictionnel malléable de la partie. Donc, en fait, si tu veux, mon problème, moi, c'est que j'essaye de définir une pratique du jeu de rôle qui soit la plus large possible. Oui. Qui englobe les usages qu'on a peut-être l'habitude de connaître auprès du grand public et les autres. La plupart du temps, les gens s'imaginent que le jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons. Et c'est normal.
D'accord. Puisque c'est là que le terme, j'imagine, a été créé. Alors moi, je suis pas historien du jeu de rôle, donc attention, là, je m'engage sur des terres. Voilà. Moi, je connais pas l'histoire du jeu de rôle aussi bien que des gens comme Coralie David et Jérôme Larrey, par exemple, qui, à mon avis, sont des références sur ce sujet, ou des gens comme Olivier Carra, etc. Moi, je suis pas un historien du jeu de rôle. Moi, vraiment, j'analyse ce qui se passe au cœur d'une partie. Donc, attention, si je commets des erreurs, faut pas m'en vouloir sur l'histoire du jeu de rôle. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que les gens confondent le jeu de rôle avec Donjons et Dragons, parce que historiquement, le jeu de rôle a commencé par des wargames, et que Gary Gygax et Dave Arneson ont eu cette idée géniale de se dire, passons-nous du plateau, jouons l'histoire individuelle de chaque personnage sur ce wargame, et du coup, a émergé le jeu de rôle avec des dés, parce que je pense que dans le wargame, on en utilisait pour savoir si on réussissait à frapper ou pas, ce genre de choses. Et donc, du coup, historiquement, le jeu de rôle émerge avec des dés. Et donc, aujourd'hui encore, aussi pour des raisons politiques, parce que je pense que Wizard of the Coast a intérêt qu'on confonde le jeu de rôle avec Donjons et Dragons. C'est l'entreprise qui a les droits, notamment de Magic, mais évidemment maintenant de Donjons et Dragons en l'occurrence. Voilà, je pense qu'il y a une volonté d'hégémonie de son média qui est, on veut que le jeu de rôle se réduise à Donjons et Dragons. Et donc, du coup, le jeu de rôle, pour beaucoup de personnes, dont les rôlistes, le jeu de rôle sur table, tabletop RPG, évidemment, c'est Donjons et Dragons. Et donc, il y a cette idée que c'est associé au dé. Mais moi, tu comprends, Guillaume, c'est pas mon objectif, c'est pas de définir ce qu'est Donjons et Dragons. Mon objectif, c'est de définir ce qu'est le jeu de rôle. Et le jeu de rôle, c'est tout aussi bien Donjons et Dragons que des gens qui jouent roleplay sur, dans World of Warcraft. C'est aussi bien les gens qui effectuent des simulations d'attaques terroristes, par exemple à Paris, pour prévenir d'éventuelles attaques. C'est des simulations en entreprise pour des entretiens d'embauche, par exemple. Tout ça, c'est du jeu de rôle. C'est aussi définir le GN. Par exemple, tu vois, le jeu de rôle grandeur nature, qu'on appelle aussi le JDR-GN, le GN, ce qu'on abrève, on fait souvent une abréviation, on dit c'est le GN. C'est aussi du jeu de rôle. Alors, si on réduit le jeu de rôle à l'usage de dés dans le choix des propositions qui atteignent le contenu fictionnel malléable, alors ça voudrait dire que dans le jeu de rôle grandeur nature, on serait obligé de lancer des dés. On voit bien que le concept de dés comme définition de l'activité rôliste, il est insuffisant. Les dés ne sont pas suffisants. C'est pas parce que vous jouez avec des dés 20 que vous êtes en train de jouer du jeu de rôle. C'est évident. Peut-être sont-ils nécessaires à la pratique du jeu de rôle dans D&D. Ça, je ne dis pas. Mais ils ne sont pas suffisants. Ils sont nécessaires à la pratique de D&D, mais ils ne sont pas suffisants à décrire ce qu'est une partie de jeu de rôle. Ils sont pas consubstantiels à une partie de jeu de rôle. Je pense pas que quand ils font des simulations, les pompiers, pour intervenir dans des lieux enflammés, alors qu'en fait il n'y a pas de flamme, etc., ils utilisent des dés pour savoir si la lance à incendie, ce jour-là, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Et pourtant, ils sont en train d'avoir une pratique du jeu de rôle. Et donc il est nécessaire, pour le théoricien que je suis, de définir le jeu de rôle dans toutes ses acceptions et pas uniquement la partie Donjons et Dragons du jeu de rôle. Même s'il faut le reconnaître, les gens qui se disent rôlistes, ce terme qui a été inventé par Pierre Rosenthal, les gens qui se disent rôlistes sont la plupart du temps des gens qui jouent à des jeux de rôle du type de Donjons et Dragons, des jeux de rôle sur table. Donc forcément, eux, ils ont tendance à dire non, mais le jeu de rôle, c'est ce que moi je fais. C'est ma pratique à moi, là, ce jeu de rôle sur table avec le D20 et Donjons et Dragons. Mais moi, je ne peux pas, en tant que théoricien, me réduire à cette acception-là. Ce n'est pas parce que massivement les gens vont voir James Bond et Avengers au cinéma que le cinéma se réduit à James Bond et Avengers. De la même manière, ce n'est pas parce que les gens pratiquent massivement Donjons et Dragons comme jeu de rôle sur table que le jeu de rôle sur table se réduit à la pratique de Donjons et Dragons. Je dois aussi, quand je donne une définition du jeu de rôle, une définition propositionnelle du jeu de rôle comme celle que j'essaye de faire, je dois aussi prendre en compte le jeu de rôle épistolaire, le jeu de rôle grandeur nature, le jeu de rôle comme simulation du réel dans le cadre d'un exercice policier ou pompier ou militaire, etc., etc. Tout ça, c'est du jeu de rôle. J'adore parce que l'échange là qu'on a là, en fait, quand j'ai pu commencer à écouter la cellule, j'aurais même
presque aimé t'entendre dire ces quelques phrases-là que je t'ai un peu provoqué à sortir au début de l'épisode, parce que pour moi, ça clarifie les choses et j'ai mis de nombreuses heures d'écoute de la cellule, pas tant que ça quand même, hein, mais avant de comprendre ce que tu viens de me dire en quelques phrases. Et je pense qu'effectivement, c'est une idée préconçue qui doit être compliquée, enfin elle est compliquée que si on en fait un ennemi, mais qui doit être facilement empruntée par les gens qui t'écoutent ou qui prennent connaissance de ce que c'est le jeu de rôle. Et je trouve ça important que tu puisses le ressouligner. Il y a un point qui m'interpelle malgré tout quand tu me décris ça, et j'ai aussi ce sentiment-là quand tu abordes ces sujets-là dans ton podcast La Cellule, c'est que ça donne l'impression parfois que tu prêtes des intentions conscientes, et tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure avec Wizard of the Coast, de associer massivement le jeu de rôle à des pratiques telles que on les conçoit tous avec nos images d'épinal de ce que c'est le jeu de rôle. Ma conviction, perso, à ce stade, c'est que c'est pas véritablement quelque chose de construit de leur part, de la part de ces entreprises-là. Et je fais cette grande parenthèse, on peut avoir l'impression que c'est complètement déconnecté de notre épisode, mais je vous demande de me croire, il y a des éléments de notre discussion tout à l'heure qui vont se raccrocher à ça, donc c'est vraiment intéressant qu'on ait cet échange à ce stade-là de l'épisode. Mais ma conviction, c'est que des entreprises comme Wizard of the Coast qui gèrent les droits de Donjons et Dragons, c'est pas des entreprises très altruistes, très ouvertes à la façon dont va évoluer leur jeu, leur licence, même plus que leur jeu. Pour autant, je leur prête pas d'intention de fondamentalement nuire ou dégrader la visibilité d'autres conceptions du jeu de rôle. J'ai l'assentiment, mais je me trompe peut-être, et je suis intéressé pour avoir évidemment ton retour avec le rôle que tu peux avoir, que c'est un état de fait. Ils ont été les premiers, ils ont eu une pratique qui s'est bien répandue, qui a été facile à adopter, et il y a une espèce de mouvement comme peuvent l'être ceux des mèmes sur les réseaux sociaux, tu vois, cette espèce de viralité des usages. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais je pense qu'il y a plein d'usages et de pratiques sur Internet qui pourraient être mises en parallèle de cette image-là qu'on fait. Pour autant, c'est pas forcément quelque chose de conscientisé. Ça, c'est vraiment un des derniers trucs que je voudrais t'entendre, sur lesquels je voudrais t'entendre réagir. Est-ce que tu penses vraiment que ces boîtes-là, les boîtes qui détiennent les grosses licences de jeux de rôle tradis, comme tu l'as décrit, elles ont vraiment une démarche conscientisée d'asseoir le plus largement possible la pratique avec des dés, avec un écran, avec un meneur de jeu et les autres, c'est des joueurs? Ou est-ce que ça pourrait pas être un état de fait de la manière dont le jeu de rôle s'est développé? Je sais pas si je suis clair dans ma question. Moi, je suis clair dans ma tête, mais... Clair. Ah non, mais t'es très clair. C'est très clair. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe, oui ou non, des papiers en interne à Wizard of the Coast? Ouais, en gros. Qui disent, en gros, tu vois, un petit peu comme dans X-Files, tu vois... Exactement. Théorie du complot, on imagine, tu vois, des gens à Wizard of the Coast qui disent bon, avec leur cigare. Voilà, c'est ça. Bon, The Forge, donc qui est le premier forum américain à avoir critiqué justement cette hégémonie de Donjons et Dragons, et à avoir ouvert un petit peu le contenu ludique à d'autres types d'expériences. Donc The Forge a fondamentalement raison. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, la description qu'ils donnent du jeu de rôle est plus générale, est bien meilleure, et effectivement, le jeu de rôle est un média, ce n'est pas uniquement Donjons et Dragons. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va... donc, il faudrait qu'on trouve cette note-là, tu vois, cette note en interne qui dise bon, en fait, The Forge a raison. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas en parler. On va payer des youtubeurs pour vendre Donjons et Dragons, pour étouffer, en fait, voilà. Quand ce sera possible, on essaiera de limiter au maximum les prises de parole des forgiens pour éviter, en fait, que les gens aient conscience que le jeu de rôle, c'est autre chose, etc., etc. Et voilà. Et donc, évidemment, ça n'existe pas. Ces documents n'existent pas. Et je ne crois pas qu'ils aient existé. Mais ce qui est important, Guillaume, effectivement, tu as raison de me reprendre là-dessus. C'est-à-dire que dans la manière dont je parle, on a l'impression qu'il y a une œuvre consciente une volonté, que cette volonté, en fait, d'hégémonie de Donjons et Dragons, il y a une œuvre consciente d'étouffer la vérité, tu vois, un peu comme, je te dis, je suis un peu le Fox Mulder du jeu de rôle, tu vois, il y a un côté comme ça. Donc, je comprends très très bien ta question. Mais si tu veux, c'est le problème du conservatisme et de l'hégémonie d'une façon générale. Quelqu'un aujourd'hui qui est en couple, qui a une femme, des enfants,
il n'a pas besoin de se justifier sur son modèle. C'est le modèle dominant. Il n'a pas besoin de militer, de trouver une oreille attentive à sa situation. Ah, t'es en couple, t'as des enfants. Ah, ça doit être dur. Tu vois. Enfin, tu vois, je veux dire, il n'a pas besoin de... Parce que c'est le modèle dominant. De la même manière, Donjons et Dragons, dans le monde du jeu de rôle, c'est le modèle dominant. Il n'a pas besoin de se justifier. Il n'y a pas besoin de ces documents dont tu parles là, enfin, dont on évoquait éventuellement l'existence. Il n'y a pas besoin. C'est inutile. Il n'en a pas besoin. Mais par contre, là où j'en veux à Wizard of the Coast, c'est que je pense qu'en leur sein, il y a des gens qui connaissent l'existence de ces autres jeux. Il y a des gens qui connaissent ça. Et tu vois, dans la volonté de Wizard of the Coast de financer, de donner de l'argent à des youtubeurs pour présenter, parce que c'est ce qu'ils font. Ils l'ont fait récemment avec Nota Bene, par exemple, en France. Pour présenter le jeu de rôle traditionnel comme s'il s'agissait du seul jeu de rôle, par exemple, c'est un acte fort de maintien de la domination. Nota Bene, chaîne YouTube sur l'histoire, que vous connaissez probablement. Exactement. Et je le comprends de son point de vue d'avoir accepté la collab, comme il dit. Parce que c'est une super collab pour lui. Il adore le jeu, il en a envie d'en faire la promotion, on va le payer pour faire la promotion de ça. Il n'a pas du tout l'impression qu'il fait le jeu d'une domination et qu'il est en train, en fait, d'étouffer tout un tas d'indépendants qui ont une totale autre vision du jeu de rôle. D'accord ? Il n'en a pas l'impression. Pourtant, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'on le critique là-dessus, lorsque j'ai laissé un commentaire sous sa vidéo pour dire dommage, une fois de plus, c'est le jeu de rôle traditionnel que l'on présente comme le jeu de rôle, je n'ai pas eu de réponse. Lorsque le joueur du grenier, par exemple, fait aventure et donc il formule le jeu de rôle comme étant uniquement le modèle traditionnel du jeu de rôle, il a une réponse de Gaël Sacré, très argumentée, très, très propre, qui lui dit non, le jeu de rôle ce n'est pas ça, ta vidéo est critiquable, etc. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. La domination n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin de répondre. C'est une évidence, tu vois. Là, il a peut-être quelques-uns de ses amis qui auraient dit ah t'as vu ça et on lui a dit rapidement oui mais enfin tu sais Gaël Sacré c'est un mec qui fait 2 vues sur YouTube. Romaric Bruyant son petit podcast tu sais c'est pas grand-chose. T'inquiète ils sont tout seuls. De toute façon c'est nous qui avons raison, tu vois. Donc la volonté hégémonique elle n'est pas que consciente. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, le fait de se déconstruire de son hégémonie, de se déconstruire de sa domination, ça c'est quelque chose qui incombe à chaque individualité et chaque individu doit faire l'effort d'être curieux. En tout cas, quand il se dit amoureux du jeu de rôle, il doit faire l'effort d'être curieux, d'aller voir ce qui sort, d'aller voir les innovations, etc. Quand Black Book Edition en France finance la vidéo avec Maxime Chatham, très belle vidéo, très pro, très propre. Maxime Chatham, il est convaincu de ce qu'il dit. Il est vraiment très bon dans son rôle de gars qui est dans son fauteuil là avec tous ses livres et tout. Il est parfait, c'est le littéraire. Il est bon. Bon, voilà, il fait bien le job quoi. Je suis désolé, mais Black Book Edition, ils savent que le jeu de rôle non traditionnel existe. On en a discuté avec eux. Moi, j'avais déjà eu des entretiens avec des gens comme le communicant à l'époque de Black Book qui a arrêté d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle. J'avais eu des discussions avec ces gens-là. D'accord ? Ils le savent. Mais ils font quand même dire à Maxime Chatham dans la vidéo que le jeu de rôle, c'est Pathfinder, quoi, en gros, quoi. Et Pathfinder, qui, je le rappelle, est une licence dont ils ont les droits. Donc, même s'il n'y a pas de volonté consciente d'hégémonie, il y a quand même dans la démarche, si tu veux, intellectuelle, commerciale, tu vois, il y a quand même une volonté. Enfin, quand tu fais la promotion de Pathfinder en utilisant comme tête de gondole Maxime Chatham, il y a quand même une volonté consciente de vendre ton produit. Mais je leur en veux pas, si tu veux. C'est toute une logique capitaliste derrière. Il y a toute une logique de, il faut bien qu'on gagne notre croûte. Et moi, je leur en veux pas à ces gens-là. Ces gens-là, c'est des enfants qui ont grandi avec l'idée que le jeu de rôle ne serait absolument pas connu, que ce serait toujours un média geek dont personne se foutrait. Et eux, ils avaient la conviction inverse. Ils avaient la conviction qu'au contraire, le jeu de rôle, c'était un média qui gagnait à être connu, qui allait émanciper nos enfants, etc., etc. Et donc, quand ils ont eu l'occasion de pouvoir vivre du jeu de rôle, évidemment, ils ont saisi l'occasion tout de suite. Et en devenant éditeur, ils se sont dit, comment on va vivre du jeu de rôle ? Il faut dégager un revenu suffisant. Comment faire un revenu suffisant ? Il faut faire des produits qui vont plaire à un maximum de monde, de façon à ce que ces gens soient suffisamment nombreux pour pouvoir en vivre. Parce que Romaric Briand, il est bien gentil, avec sa volonté d'indépendance et tout ça, mais il vend que 200 exemplaires de ses jeux. Donc il peut pas en vivre.
Donc c'est bien gentil d'avoir des volontés émancipatrices au sujet du jeu de rôle et de vouloir que le jeu de rôle ce soit autre chose que Donjons et Dragons. C'est bien gentil. Mais comment on gagne notre croûte si on touche pas la masse des gens? Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, en fait, tu vois, on se dit, on a une bonne intention au départ, on veut que le jeu de rôle soit connu parce qu'on pense que c'est un média émancipateur, donc on commence à en vivre. Donc du coup on se dit, comment je pourrais vivre du jeu de rôle? Parce que pour vivre du jeu de rôle, il faut vraiment toucher tous les rôlistes. Et tous les rôlistes, ils jouent massivement à Donjons et Dragons et à ce type de jeu de rôle. Ils jouent massivement au jeu de rôle traditionnel. Donc j'ai pas le choix. Je dois faire un jeu de rôle traditionnel si je veux pouvoir vivre du jeu de rôle. Parce que si je fais un jeu de rôle non traditionnel, il y a que Romaric qui va y jouer. Ce sera pas suffisant pour en vivre. Donc tu vois, il y a pas une volonté hégémonique. Mais il y a des gens qui sont rattrapés par un système dominant et qui ne l'interrogent pas, qui ne le déconstruisent pas, qui ne cherchent pas à construire autre chose avec le média. Et donc, non, il n'y a pas une théorie du complot, évidemment. C'est très bien, Guillaume, que tu me donnes l'occasion de le dire. Non, il n'y a pas de théorie du complot. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté comme ça, mais elle est inconsciente, elle est traverse. Et moi, mon rôle, en tant qu'agitateur public sur le média du jeu de rôle, c'est de secouer le cocotier et de me faire détester de tous ces gens. En leur disant, non, vous êtes des conservateurs, en fait. Certes, vous êtes progressistes dans votre vie de tous les jours, parce qu'en plus, ces gens-là votent à gauche. Tu vois, ces gens-là sont progressistes dans la vie politique. Mais en matière de jeu de rôle, ils sont du côté des dominants. Et c'est comme ça. Ce que je trouve assez génial, c'est qu'à ce stade-là de l'entretien, il y a peut-être des auditeurs qui, soit vont se dire, mais il est où le rapport avec la tech? Et ne vous inquiétez pas, il y en a un. Et j'aimerais peut-être même essayer de susciter auprès de vous qui écoutez un espèce d'effet épiphanie. C'est qu'en fait, quand on écoute Romaric décrire depuis tout à l'heure cette vision du jeu de rôle, il y a énormément de parallèles à faire avec des outils du monde de la tech. Quand Pierre-Olivier Dibman décrit que ce qu'on appelle aujourd'hui Android, c'est pas Android le système d'exploitation que vous connaissez bien, mais c'est la version du système d'exploitation qui est portée par Google, je trouve qu'on est pile dans la même vision des choses, dans la même analogie. Absolument. De même qu'un moteur de recherche, pour utiliser la même marque, Google, ils ont une place aujourd'hui très importante, qui laisse pas forcément beaucoup de place à des alternatives. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, hein, j'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas, il y a un manque de place là-dessus. Quand un réseau social comme Twitter est très utilisé, massivement utilisé par les personnes qui utilisent le microblogging, il y en a aussi beaucoup d'autres qui vont utiliser des réseaux comme Mastodon, qui sont décentralisés avec d'autres philosophies, avec d'autres approches. Et malheureusement, les usages massifs de Twitter font qu'on a une paresse intellectuelle d'aller faire l'effort de s'intéresser à des outils comme Mastodon. Bref, en fait, j'aimerais juste essayer de susciter auprès des personnes qui nous écoutent pour leur donner un peu confiance dans la suite de l'épisode sur le fait qu'au contraire, tout ce que tu viens d'aborder me semble extrêmement proche des sujets tech et c'était un petit peu l'objet de cet entretien ensemble. On va revenir à tout ça. Oui, dis-moi, tu voulais compléter. Juste, Guillaume, pour abonder dans ton sens, c'est pour ça que je t'écoute. C'est pour ça que je vous écoute, Guillaume et Guillaume Poggias-Pala. Et Guillaume Poggias-Pala, bien sûr. Parce que, en fait, quand j'écoute vos conversations, ce qui me fascine, c'est que vous êtes, vous aussi, critique de la tech, comme nous, on est critique du jeu de rôle. Alors, surtout Guillaume Poggias-Pala, je dois dire que tu es plus enthousiaste que lui. Mais Guillaume, vraiment, il a une approche, et j'avoue que ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que dans le petit mot que je vous avais enregistré lors de cette saison, j'avais dit, je les aime bien. Oui. J'aime bien quand c'est critique. D'accord? Parce que moi, c'est justement ça qui me plaît beaucoup. Et j'aime bien Guillaume Poggias-Pala, pas uniquement parce qu'il est fan de Adventure of Lolo, hein, même si, évidemment, c'est aussi un argument. Mais donc, le truc, si tu veux, c'est que pour moi, le jeu de rôle, mais c'est de la tech. C'est une technologie, en réalité, le jeu de rôle. Sauf que nous n'implémentons pas nos logiciels sur des machines, sur du hardware, mais nous l'implémentons sur l'esprit humain. Les règles dont je te parle là, ce sont des implémentations de l'esprit humain. Je calibre, en fait, le cerveau des gens. Je travaille sur la carte mère Guillaume Vendée. Donc moi, j'ai une vision du jeu de rôle. Moi, je vois pas de différence, en fait, entre les discussions autour de la tech et les discussions autour du jeu de rôle. Parce qu'en fait, on est là aussi. La tech aussi est un maelstrom. Chaque objet de technologie qui est créé aujourd'hui l'est sur la base de propositions qui sont faites par des ingénieurs qui discutent entre eux des meilleures solutions possibles à apporter aux problèmes, etc., etc. Et donc, ils vont le mettre sur le marché. Sauf que ce maelstrom-là n'est pas créé en vue d'un contenu fictionnel malléable, mais en vue de la proposition
d'une offre technologique diverse et variée. Ça peut être un smartphone, ça peut être machin. Mais voilà. Donc, pour moi, les problématiques sont les mêmes. C'est l'activité est-elle émancipatrice ou pas? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on cherche à s'émanciper ou est-ce qu'on cherche à se reposer, à être dans nos schémas dominants? Il y a des technologies que moi j'utilise qui sont mainstream. Par exemple, chez moi, je n'utilise pas Linux. Je suis sur Windows, comme un gros connard. Parce que voilà, j'ai la flemme. Parce que en vrai, j'ai la flemme. Et on est tous comme ça. Tout le monde, moi par exemple, je vais être très progressif dans le monde du jeu de rôle, mais je vais être totalement mainstream sur mon choix de Windows, par exemple, pour les PC. Et on est tous comme ça. Et c'est juste qu'il faut faire ses choix, quoi. On peut porter du coup des messages sur chacun de ces sujets et puis voir dans quelle manière ils peuvent se transposer, mais on touche du doigt quand même des éléments centraux de notre épisode. Alors, c'était inévitable, je devais y revenir, Romaric, parce que là en fait on a divergé depuis ta proposition, on a fait un arc narratif là ensemble qui nous a amené dans le cœur de notre sujet, on voit que ça nous passionne, mais il faut qu'on revienne un petit peu au portrait de qui tu es. Donc tu te définis comme un auteur indépendant du jeu de rôle, à temps plein. Ça veut dire quoi? C'est quoi ton matin? Ça veut dire que, allez, je sais un peu ce que ça doit être. Tu te lèves à 11h, tu te prends un petit café, tu te fumes un petit cigare en terrasse, voilà, tu prends le temps de regarder 2-3 épisodes de Netflix, tu sors Word, tu tapes 2 paragraphes. Bon, voilà, c'est ça un peu ta vie, j'imagine, Romaric. T'as oublié le moment où j'écoute Tête Café. Oui, avec mon café, bien sûr, quand même. bien sûr, sous la douche, j'imagine. Attends, tu sais pas te vendre ou quoi? Donc, alors pas du tout. Hein. Donc évidemment, je me lève donc tous les matins, je me lève à 7h du matin comme tout le monde parce que j'ai des enfants. Donc la première chose que je fais le matin, c'est je me lève, je fais le petit déj de mes enfants parce que mon épouse étant professeure de maternelle, elle enseigne à des enfants autistes. Elle est directrice pédagogique du NUEMA, qui est un institut spécialisé dans l'autisme. Flavie Briand, que vous pouvez entendre d'ailleurs sur les podcasts de la cellule également, et qui coproduit la cellule avec moi. Eh bien, comme elle part le matin plus tôt que nous, c'est moi qui m'occupe des enfants. Je les emmène à vélo à l'école, parce que la tech, ça va bien. Le vélo, c'est bien aussi. J'adore. Donc, je les emmène à vélo à l'école et ensuite, je reviens à la maison. Et donc, ma journée de travail commence à 8h30. En général, je la commence par l'ouverture des réseaux sociaux, de mes mails, etc., pour voir un peu ce qui se passe et compagnie. Et puis, à partir de là, après, je vais avoir 1 heure, en fait, consacrée vraiment aux réseaux sociaux, à la vente des jeux aussi. C'est-à-dire que je regarde qui a acheté de mes jeux, je les envoie, je les emballe, je les envoie à la poste. Et ensuite, je vais avoir tout le reste de la journée, en gros, pour soit faire du montage, soit préparer des podcasts, soit faire des invitations, soit, évidemment, écrire des jeux et penser à comment j'ai communiqué, etc. Alors, effectivement, je suis indépendant. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un auteur. Je ne suis pas un auteur édité. C'est-à-dire que mon rôle ne consiste pas uniquement à écrire des choses, à les envoyer à un éditeur qui les corrige, qui les met en page, qui lève les crowdfunding et qui ensuite les distribue dans les boutiques pour qu'ils soient achetés. Je ne suis pas ce type d'auteur-là. Je ne suis pas l'auteur qui touche une petite marge, une marge de 4%, 5%, 15%, allez, quand c'est la fête, vraiment beaucoup la fête, plutôt 8% quand c'est la fête, 8% de son produit et qui ne participe pas à sa production. Moi, je suis pas cet auteur-là. Je suis un auteur indépendant, c'est-à-dire que je fais tout. J'écris, j'édite, je relis, je playtest, je fais toute la R&D et je fais aussi la commercialisation. La commercialisation qui va donc de la communication, en passant par la gestion des sites internet pour avoir une vitrine commerciale. Donc ça passe aussi par un élan commercial, c'est-à-dire il y a toute une dimension commerciale dans mon travail. Et donc ensuite, une fois que les jeux ont trouvé acheteurs, eh bien c'est aussi moi qui les fais imprimer, qui les reçoit de l'imprimeur. L'impression, c'est la seule chose que je fais pas en fait. Et l'illustration, de temps en temps, je la fais pas. C'est un illustrateur ou une illustratrice qui l'a fait. Et encore, c'est que de temps en temps, il y a des fois où c'est moi qui m'en suis chargé. Donc, en gros, à partir du moment où je reçois le livre, ensuite, je l'emmène aussi à la poste. C'est-à-dire que je fais l'emballage, je fais les envois, je vais avec mon petit vélo, j'envoie mes livres par la poste et compagnie. Donc, je fais vraiment tout, en fait. Donc, je suis un artisan. Je crée tout de A à Z. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que je suis indépendant. C'est pas la même chose que d'être amateur non plus. Parce qu'un auteur amateur, souvent, il l'est en vue de un jour peut-être être édité. L'indépendant, il acte clairement le fait qu'il fait tout
de la production du jeu, donc de l'écriture, de la pensée du jeu, du playtest du jeu, jusqu'à sa distribution. C'est moi-même. Enfin, si je pouvais, je me passerais de la poste et j'irais vous les donner en main propre, en fait, les jeux. Donc, moi, j'aime bien tout faire. J'adore, en fait, j'aime tout de la création à la distribution. J'adore toutes les étapes, en fait, de la production d'un jeu. Pour moi, ce n'est pas sale. Est-ce que tu peux faire des parallèles avec un développeur d'une application aujourd'hui ? On sait qu'aujourd'hui, il y a des développeurs qui ils payent leur petite licence auprès de l'App Store, ils distribuent leur petite application sur le Play Store, etc. Ils font tout eux-mêmes. Évidemment, ils bénéficient d'un circuit de distribution, comme toi, tu bénéficies de la livraison par la poste quelque part. Mais est-ce que tu peux faire des parallèles dans ton métier avec le métier d'un développeur ? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. À partir du moment où le développeur ne développe pas pour une entreprise, parce que moi je connais aussi des potes qui sont développeurs, mais au sein de Blizzard par exemple. Voilà, j'ai une amie qui travaille pour Blizzard et qui est développeuse là-bas. Et puis voilà, là c'est encore, j'ai aussi des potes qui travaillent pour Nintendo, qui sont playtesters chez Nintendo par exemple. Wow. Donc ça c'est pas des comment dire, c'est pas des enfin j'entends pas par des là, indépendants. Non, alors surtout pas, mais surtout c'est pas des développeurs au sens où tu l'entendais là. C'est-à-dire que moi j'ai le travail du développeur. Sauf que le développeur, dans la mesure où il laisse ça sur une plateforme de téléchargement, il n'a pas ensuite la distribution. Il y a rien à imprimer non plus parce qu'en général c'est des bouts de code en fait qui se téléchargent, etc., etc. Mais voilà, t'as des développeurs qui s'amusent, par exemple, j'ai vu ça, des développeurs qui s'amusent à refaire des vieux jeux Nintendo à l'ancienne. Des gens, par exemple, on m'a offert récemment le jeu de vidéo Micromage, qui est un super jeu vidéo sur Nintendo, donc la Famicom, la toute première. Ce sont des développeurs français, je pense, qui ont dû faire ça, parce qu'ils m'ont répondu. Un jour, j'ai dit « Ah, ce Micromage, c'est trop bien », puis le gars m'a répondu, c'était rigolo. Et eux, ils font carrément la cartouche, quoi. Ils refont la vieille cartouche NES et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas que les développeurs qui laissent leurs applis sur des distributeurs en ligne, genre les Play Store et compagnie. Il y a aussi des gens qui développent et qui emballent, etc. Donc oui, c'est tout à fait comparable, Guillaume. C'est la même chose. Et voilà ce qui clôt la première partie de cet entretien que j'ai eu avec Romaric Briand. C'était vraiment un plaisir, croyez-moi, de discuter avec lui. En attendant la diffusion des prochains morceaux de cet entretien, je vous invite bien évidemment à aller jeter un coup d'œil au jeu de Romaric sur romaricbriand.fr et d'aller jeter un coup d'œil également à sa plateforme Patreon, patreon.com/romaricbriand. Ces deux liens sont dans les notes de l'épisode. Je compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil. Et bien sûr, abonnez-vous à Tech Café si ce n'est pas déjà fait pour écouter les prochains morceaux de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusque-là. À très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.